Dans un monde où tout pousse à l'exposition, au partage instantané, à la transparence forcée, une vérité essentielle est souvent oubliée. Tout ne gagne pas à être dit. Certaines dimensions de notre vie intérieure ne cherchent pas à être révélées, mais comprises. Non exposées, mais intégrées. Non montrées, mais habitées. Car ce que nous dévoilons trop tôt peut se fragiliser. Et ce que nous protégeons avec conscience peut se transformer. La psyché humaine ne fonctionne pas selon la logique de la rapidité. Elle suit des cycles lents, profonds, souvent invisibles. Les blessures, les désirs, les peurs, les forces intérieures, les valeurs fondamentales, tout cela évolue dans des territoires subtils où le temps n'obéit pas aux injonctions sociales. Dans la psychologie jungienne, l'essentiel de la transformation s'effectue dans l'ombre. C'est là que l'âme descend pour se rencontrer. C'est là que l'inconscient déploie ses symboles. C'est là que l'être se reconstruit loin des regards, loin des jugements, loin des projections. Ce qui demeure inconscient continue pourtant d'agir. Il façonne nos choix, oriente nos relations, influence nos décisions, dessine notre trajectoire. Et lorsque nous parlons trop vite de ce qui n'a pas encore trouvé sa forme intérieure, nous exposons des processus encore fragiles à des forces qui ne leur appartiennent pas. Il ne s'agit pas de se fermer, il ne s'agit pas de s'isoler, il ne s'agit pas de dissimuler par peur. Il s'agit d'apprendre le discernement psychique, savoir ce qui doit être partagé, savoir ce qui doit être protégé, savoir ce qui doit encore mûrir dans le silence. Car certaines vérités ne demandent pas à être dites, elles demandent à être devenues. Et c'est précisément ce voyage intérieur, discret, lent, profondément transformateur, que nous allons maintenant explorer. Et c'est précisément dans cette zone encore obscure, là où le sens n'a pas encore pris forme, que commencent les premières blessures silencieuses. Toutes les blessures ne cherchent pas à être racontées. Certaines demandent d'abord à être écoutées dans le silence intérieur, là où les mots n'ont pas encore pris forme. Elles vivent dans des couches profondes de la psyché, dans ces zones où l'âme se retire pour penser ce qui a été fissuré, loin du tumulte du monde. Une blessure qui n'a pas trouvé son sens n'est pas simplement une douleur du passé. Elle est un mouvement encore actif, une vibration qui traverse le présent, parfois de façon imperceptible, parfois sous la forme d'une tension diffuse, d'un malaise difficile à nommer ou d'une fatigue émotionnelle sans cause apparente. Elle agit en sourdine, influençant les choix, les relations, les élans et les replis, souvent sans que la conscience puisse en saisir l'origine. Dans la psychologie jungienne, cette blessure appartient au territoire de l'ombre, non pas parce qu'elle est négative, mais parce qu'elle n'a pas encore été pleinement intégrée. L'ombre n'est pas ce que nous refusons d'être, elle est ce que nous n'avons pas encore appris à comprendre. Tant que la blessure demeure dans cette zone obscure, elle réclame un espace protégé, un temps suspendu, une attention délicate. Lorsqu'une douleur est exposée avant d'avoir été digérée, elle devient fragile face au regard extérieur. Les mots, encore chargés d'émotions brutes, rencontrent des interprétations qui ne leur appartiennent pas. Les silences de l'autre peuvent être perçus comme du rejet. Les tentatives de réconfort peuvent sonner comme une minimisation. Et les conseils, même bienveillants, peuvent heurter ce qui n'est pas encore prêt à être réorganisé. Ce n'est pas que l'autre manque de compréhension. C'est que certaines blessures ne supportent pas encore la lumière sociale. Elles ont besoin d'une lumière plus douce, plus intime, celle de la conscience lente, patiente, capable de rester auprès de la douleur sans vouloir la corriger immédiatement. Il existe un temps psychique où la blessure doit être simplement ressentie, observée, reconnue. Un temps où l'âme descend dans ses propres profondeurs, comme on pénètre une grotte intérieure, non pour en sortir aussitôt, mais pour en explorer les reliefs,
les échos, les zones encore obscures. C'est dans cet espace que la transformation commence. Raconter trop tôt ce qui n'a pas encore été compris revient parfois à figer l'expérience dans un récit incomplet. Le mental cherche alors à donner une forme stable à ce qui est encore mouvant. Mais une blessure figée trop tôt devient une identité, un rôle, un masque que l'on porte sans s'en rendre compte. À l'inverse, lorsque la douleur est accueillie dans le silence intérieur, elle commence lentement à révéler sa structure cachée. Derrière la souffrance apparaissent des besoins non reconnus. Derrière la colère, une peur ancienne. Derrière la tristesse, un attachement profond. Chaque couche dévoilée transforme peu à peu la blessure en connaissance de soi. Ce processus demande du courage, car il oblige à rester présent là où l'on voudrait fuir. Mais c'est précisément dans cette présence que la blessure cesse d'être une fracture pour devenir un passage. Elle ne disparaît pas, elle se métamorphose. Alors, quelque chose en nous commence à changer subtilement. Les réactions deviennent moins automatiques, les schémas répétitifs perdent de leur emprise. Et ce qui faisait autrefois mal devient une source de lucidité nouvelle, comme si la conscience s'était élargie à travers la fissure. C'est à ce moment-là que la blessure peut, un jour, être racontée sans se rouvrir. Non plus comme une plainte, mais comme un fragment de vérité intérieure. Non plus comme une exposition, mais comme un témoignage de transformation. Et pourtant, même alors, quelque chose demeure silencieux, préservé, vivant dans cet espace intime où l'âme continue de travailler, lentement, patiemment, à sa propre reconstruction. Car lorsque la douleur commence à être reconnue, elle libère un espace intérieur où peuvent enfin naître de nouveaux élans, encore fragiles, encore invisibles. Il existe en nous des mouvements si fragiles qu'un simple regard peut les faire vaciller. Des élans qui naissent dans le silence, presque à notre insu, comme un frémissement discret au fond de la poitrine, une intuition encore floue, un appel dont on ne comprend pas immédiatement la direction. Ces désirs ne s'imposent pas. Ils murmurent. Ils apparaissent dans des instants de solitude, au détour d'une pensée, dans la douceur d'un rêve éveillé, dans la sensation étrange que quelque chose cherche à naître. Ce sont des commencements sans forme précise, des promesses intérieures, encore trop fines pour affronter le tumulte du monde. Dans la psyché, toute transformation débute dans l'obscurité. Elle n'émerge pas sous la lumière éclatante de la conscience, mais dans une zone intermédiaire, là où l'inconscient prépare lentement ses métamorphoses. Comme une graine enfouie dans la terre, elle doit rester cachée pour germer. Si elle est déterrée trop tôt, elle se dessèche. Si elle est trop exposée, elle se brise. Les projets intérieurs suivent ce même rythme organique. Avant d'être des décisions claires, ils sont des pressentiments. Avant d'être des actions concrètes, ils sont des images fugitives. Avant d'être des choix assumés, ils sont des frissons de sens. Et c'est précisément cette phase préliminaire qui demande le plus grand soin. Lorsque ces élans sont révélés trop tôt, ils entrent en contact avec l'univers psychique des autres. Et dans cet espace, ils rencontrent des peurs qui ne sont pas les nôtres, des doutes hérités d'histoires étrangères, des limitations forgées par des expériences qui ne nous appartiennent pas. Ce qui était vivant, souple, ouvert, devient alors rigide, contraint, hésitant. Parfois, ce ne sont pas les mots qui blessent, mais les silences, l'absence d'enthousiasme, le scepticisme discret, le regard qui questionne sans comprendre. Ces signaux, même infimes, s'infiltrent dans la psyché et sèment une incertitude qui n'existait pas auparavant. L'élan commence à se replier sur lui-même. Le rêve se fait plus prudent. La transformation ralentit. Dans la profondeur de l'inconscient, pourtant, quelque chose continue d'œuvrer. Une alchimie silencieuse transforme peu à peu l'ancien en nouveau. Les anciennes identités se fissurent.
les anciens repères se dissolvent. Et dans cet effacement progressif, une nouvelle forme cherche sa cohérence. Cette phase est souvent accompagnée d'un sentiment d'entre-deux. On ne se reconnaît plus totalement dans ce que l'on était, sans savoir encore qui l'on devient. Une zone floue s'installe, inconfortable mais nécessaire. C'est là que la patience devient essentielle. Garder ces processus secrets n'est pas une fuite du monde, mais un retour vers la matrice intérieure. C'est accepter que toute naissance demande un temps de gestation. C'est reconnaître que certaines transformations ne peuvent pas être accélérées sans perdre leur justesse. Dans cet espace protégé, les désirs prennent racine. Les intuitions se clarifient. Les contradictions s'organisent. Peu à peu, un axe intérieur se dessine. Ce qui était brume devient direction. Ce qui était trouble devient élan stable. Alors, sans effort apparent, la transformation commence à se manifester dans la réalité. Non plus comme une tentative hésitante, mais comme une nécessité intérieure. Les choix deviennent plus naturels. Les décisions cessent d'être forcées. L'action émerge d'un alignement profond. Et pourtant, même à ce stade, quelque chose demeure silencieux. Comme si l'âme savait qu'il existe des métamorphoses qui doivent rester discrètes pour conserver leur puissance. Des passages qui gagnent à être traversés sans témoin, afin que leur vérité puisse s'enraciner pleinement avant d'être offerte au monde. Mais toute transformation en gestation réveille inévitablement des forces plus anciennes, là où surgissent les peurs archaïques et les conflits les plus intimes. Nos peurs les plus intimes ne sont pas des faiblesses. Elles sont des signaux. Des messages cryptés que l'inconscient envoie à la conscience pour attirer l'attention sur une zone encore non intégrée de la psyché. Pourtant, la plupart du temps, nous cherchons à les fuir, à les masquer ou à les dissoudre dans le regard des autres, comme si les exposer suffisait à les rendre moins lourdes. Mais une peur révélée sans avoir été rencontrée intérieurement perd rarement sa force. Elle la déplace. Elle quitte l'espace intime pour s'inscrire dans le champ relationnel, où elle devient vulnérable aux projections, aux interprétations, aux dynamiques de pouvoir. Ce qui relevait d'un combat intérieur se transforme alors en tension extérieure. Les peurs profondes appartiennent souvent à l'inconscient archaïque. Elles ne proviennent pas uniquement de l'histoire personnelle, mais aussi de strates plus anciennes de la psyché humaine. La peur de l'abandon, par exemple, ne concerne pas seulement la perte d'un lien affectif. Elle réactive un programme de survie primitif, inscrit dans la mémoire collective, où être séparé du groupe signifiait disparaître. De même, la peur de l'échec, du rejet, de la dissolution de l'identité trouvent leurs racines dans des couches profondes où l'ego lutte pour maintenir sa cohérence. Lorsque ces peurs émergent, elles ne cherchent pas immédiatement à être dites. Elles cherchent à être comprises. Elles appellent à une descente consciente dans les mécanismes invisibles qui les alimentent. Pourquoi cette situation déclenche-t-elle une panique disproportionnée? Pourquoi ce regard suffit-il à provoquer une contraction intérieure? Pourquoi certaines décisions éveillent-elles une résistance presque physique? Ces questions ne trouvent pas leur réponse dans la conversation sociale. Elles demandent un dialogue intérieur, patient, lucide, parfois inconfortable. Car regarder une peur en face, c'est accepter de rencontrer ce que l'ego préfère ignorer, ses dépendances, ses attachements, ses illusions de contrôle. Les conflits intérieurs naissent précisément à cet endroit. Une partie de nous veut avancer, se libérer, explorer. Une autre cherche à protéger, conserver, figer. Ces forces opposées s'affrontent dans le silence de la psyché, générant fatigue, hésitation, tension chronique. Tant que ce conflit reste inconscient, il se manifeste sous forme d'auto-sabotage, de procrastination, de doute persistant. Exprimer ce tiraillement trop tôt, sans l'avoir clarifié,
expose une lutte encore confuse. L'autre reçoit alors une version fragmentée du combat, souvent incapable d'en saisir la complexité. Les réponses deviennent simplistes. Les conseils se veulent pratiques. Mais la psyché, elle, travaille à un autre niveau. Elle ne cherche pas des solutions immédiates, mais une réconciliation intérieure. C'est ici que le silence devient un espace thérapeutique. Non un mutisme défensif, mais une suspension volontaire de la parole, permettant aux opposés de se rencontrer sans pression extérieure. Dans cet espace, la peur cesse progressivement d'être un ennemi. Elle devient une énergie à décrypter. Une boussole inversée indiquant précisément les zones où la conscience doit s'élargir. Peu à peu, les fragments se rassemblent. Le conflit perd de sa violence. Une nouvelle compréhension émerge. Non pas sous la forme d'une certitude rassurante, mais d'une clarté sobre. Les choix deviennent plus justes, les hésitations se transforment en discernement. Et l'angoisse cède sa place à une vigilance calme. Ce travail d'intégration est lent. Il ne suit pas la logique de l'efficacité sociale. Il obéit à un rythme archaïque, presque rituel, où chaque prise de conscience demande maturation. Dans ce processus, le silence n'est pas un vide. Il est une matrice. Un lieu où les tensions cessent progressivement, mais de s'affronter pour apprendre à coexister, puis à coopérer. Et lorsque ces tensions commencent à se clarifier, une question essentielle émerge. Où s'arrêtent nos peurs et où commencent nos véritables frontières intérieures? Nos limites ne sont pas des murs. Elles sont des seuils, des frontières invisibles qui protègent l'intégrité de notre espace intérieur. Elles ne servent pas à exclure. Elles servent à préserver, à maintenir une cohérence entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons et ce que nous incarnons. Lorsqu'une limite n'est pas encore intégrée, elle devient fragile. Elle peut être contournée, transgressée, dissoute dans le désir de plaire ou la peur de décevoir. L'exposer trop tôt, c'est risquer de la voir s'effriter sous la pression extérieure. C'est offrir une brèche à ceux qui ne respectent pas encore notre rythme. Nos valeurs profondes, elles, ne cherchent pas à être proclamées. Elles demandent à être vécues, incorporées dans les gestes quotidiens, incarnées dans les choix silencieux. Elles se révèlent dans les moments ordinaires, dans la manière de parler, d'écouter, d'agir lorsque personne ne regarde. Une valeur vécue devient une présence, une cohérence intérieure qui ne dépend plus du regard extérieur. Elle cesse d'être une idée pour devenir une structure. Quant aux forces intérieures, elles se développent dans l'ombre. Elles grandissent dans l'invisibilité. Elles se forment dans les instants où l'âme est mise à l'épreuve. Elles n'ont pas besoin d'être annoncées. Elles se manifestent spontanément lorsque la situation l'exige, dans la capacité à rester stable dans la tempête, à rester fidèle dans le doute, à rester présent dans la douleur. Ces forces silencieuses sont le fruit de longues intégrations, de combats invisibles, de renoncements intérieurs, de fidélité discrète. Elles construisent une verticalité intime, une colonne intérieure autour de laquelle l'être peut s'organiser sans se fragmenter. Et dans ce silence, dans cette retenue, dans cette profondeur, se forge une présence qui n'a plus besoin de se prouver, une force qui n'a plus besoin de s'exposer, une stabilité qui n'a plus besoin d'être défendue. C'est alors que le silence cesse d'être un refuge pour devenir un passage, un espace sacré où l'âme peut enfin s'individualiser. Il existe un silence qui n'est pas absence, un silence qui n'est ni fuite, ni repli, ni fermeture. Un silence dense, habité, vibrant, dans lequel quelque chose d'essentiel est en train de se réorganiser. Dans le processus d'individuation décrit par Jung,
Une grande partie du travail ne s'effectue pas dans l'action mais dans la profondeur. Pas dans l'exposition mais dans l'intimité. Pas dans le mouvement visible mais dans la lente métamorphose invisible. Car pour entendre l'inconscient, l'ego doit apprendre à se taire, non à disparaître, mais à céder sa position centrale, à quitter son rôle de chef d'orchestre pour devenir un instrument parmi d'autres. Dans ce retrait, un autre langage commence à émerger. Un langage fait d'images, de rêves, de symboles, de sensations diffuses. Un langage que la pensée logique ne peut pas contrôler. Un langage qui demande disponibilité, patience, accueil. Le silence devient alors une porte. Un seuil entre le connu et l'inconnu. Entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes en train de devenir. Dans cet espace, les symboles prennent vie. Ils surgissent dans les rêves, dans les intuitions soudaines, dans les synchronicités troublantes. Ils ne livrent pas leur message clairement. Ils chuchotent, ils suggèrent, ils effleurent. À l'âme parle rarement à voix haute. Elle préfère les détours, les images, les fragments, les énigmes. Et c'est précisément ce qui rend le silence indispensable. Car seul un espace intérieur dégagé peut accueillir ces mouvements subtils sans les écraser sous le bruit mental. Dans cette solitude volontaire, l'être cesse progressivement de chercher des réponses à l'extérieur. Il commence à développer une écoute nouvelle, une attention tournée vers les profondeurs, une sensibilité affinée aux résonances internes. Ce retrait n'est pas une rupture avec le monde. C'est un retour à la source, un recentrage, une reconnexion, car tant que l'énergie psychique est dispersée dans les attentes, les regards, les comparaisons, elle ne peut pas nourrir le processus d'individuation. Elle se fragmente, elle se dilue, elle s'épuise. Le silence rassemble, il condense, il unifie, il permet à l'expérience de se déposer, aux émotions de se décanter, aux conflits de s'organiser intérieurement. Peu à peu, une direction commence à se dessiner, non comme un plan rationnel, mais comme une évidence subtile. Une sensation de justesse, une impression intime d'alignement. C'est dans cette obscurité féconde que l'âme façonne sa véritable trajectoire, loin des injonctions, loin des modèles, loin des attentes collectives. Ce chemin est unique, singulier, intransmissible. Il ne peut être emprunté qu'en première personne, et il ne peut être tracé qu'en avançant dans l'inconnu. Tout ne doit donc pas être partagé. Certaines expériences demandent à rester intactes, protégées du langage, préservées du regard. Non par peur de l'autre, mais par fidélité au processus. Car certaines traversées intérieures ne cherchent pas des témoins, elles cherchent une transformation. Et dans cet espace protégé, le silence cesse d'être un vide. Il devient un sanctuaire. Un lieu sacré où l'être peut lentement se réorganiser autour de ce qu'il est réellement. Car ce qui s'est lentement transformé dans l'ombre ne demande plus à être expliqué, mais simplement à être vécu. À mesure que l'on avance sur le chemin intérieur, une évidence s'impose. Le silence n'est pas un retrait du monde. Il est un retour vers l'essentiel. Ce que l'on garde en soi avec conscience devient une force. Ce que l'on protège avec justesse mûrit. Ce que l'on laisse grandir dans l'ombre se transforme en sagesse. Apprendre à ne pas tout révéler, ce n'est pas se couper des autres. C'est respecter le rythme sacré de sa propre psyché. C'est reconnaître que certains processus demandent solitude, lenteur, profondeur. Dans ce silence habité, quelque chose se réorganise. Les blessures cessent d'être des cicatrices ouvertes. Les désirs trouvent leur direction. Les peurs deviennent des guides. Les limites se transforment en ancrage. Les forces intérieures émergent avec stabilité. Peu à peu, l'individu cesse de chercher sa validation à l'extérieur. Il développe une autorité intérieure.
une solidité tranquille, une cohérence silencieuse. Et dans cet espace, l'âme retrouve sa verticalité. Car ce qui est réellement intégré n'a plus besoin d'être proclamé. Cela se voit, cela se ressent, cela rayonne. Le véritable pouvoir ne crie pas, il vibre. Le véritable alignement ne s'explique pas, il se manifeste. Et le véritable chemin ne se montre pas, il se traverse. Peut-être est-ce là l'un des secrets les plus profonds de la transformation. Savoir quand parler et surtout, savoir quand se taire.